Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on explore un territoire encore trop peu exploré, mais ô combien essentiel, le Pyrénées, de façon générale. Cette zone-là est souvent ignorée, même parfois taboue. Pourtant, c'est au cœur de notre plaisir et de notre santé sexuelle et aussi de notre connexion à nous-mêmes. Fait que pour en parler avec justesse, et sans filtre, j'accueille Isabelle Labrie, une physiothérapeute experte en rééducation périnéale. Tu me diras, Isabelle, si je t'ai mal titré, mais ensemble, on va déconstruire les idées reçues, reconnecter au corps et peut-être changer aussi à jamais votre façon d'habiter votre intimité. Donc, bienvenue Isabelle, je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait plaisir d'être là. Enchantée, enchantée. Donc, avant de commencer, je veux juste vous parler de mon commanditaire Eros et compagnie, où vous pouvez vous trouver plusieurs jouets et produits pour stimuler votre sexualité. Avec le code Connexion 15, vous allez avoir 15 de rabais sur vos achats en ligne. Et aujourd'hui, je teste un petit produit. OK, c'est un produit de Shunga. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, ça s'appelle Spray pour le plaisir oral au melon d'eau. Ça goûte très, très bon. En fait, c'est pour stimuler la production de salive. Donc, je teste ça aujourd'hui pour voir si ça va bien fonctionner pendant le podcast, si je vais avoir moins soif. Fait que je vous conseille de tester ça. Ça goûte vraiment bon. Ensuite de ça, j'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Je vous en avais pas vraiment parlé encore, mais j'ai bâti un jeu, j'ai créé un jeu de discussion, donc un jeu conversationnel, et je vais le tester avec Isabelle aujourd'hui. Fait que, Isabelle, je vais le brasser un petit peu parce que, tu sais, question qu'on pense pas que j'ai choisi les questions. On va le Faudrait brasser pas un peu. commencer en trichant. Non, c'est ça. Faudrait pas commencer en trichant. Fait que tu me diras quand arrêter. Fait qu'on va prendre celle-ci. Et la question, OK. Il y a 2 questions par carte. Fait que je vais commencer par la première, qui est une question ouverte. Qu'est-ce qui te fait sentir complice pour vrai avec l'autre? Ton amoureux ou une date? Ben moi, je suis en couple avec un homme, dans une Oui? relation, exclusive monogame. Puis je pense que la complicité, c'est quand on est capable, tu sais, de partager des moments d'intimité, mais pas juste dans la sexualité, le fait d'être capable Mhm. de discuter, de connecter sur des sujets, tu sais, de parler un peu de tout et de rien. On a un petit garçon aussi ensemble, fait que, tu sais, faire des activités en famille. Fait que pour moi, la connexion, c'est vraiment large. C'est pas juste dans l'acte sexuel. Et en physio périnéale, on essaie souvent aussi de travailler ça avec nos clientes, par exemple, qui ont de la douleur aux relations sexuelles. Oui. Ben, tu sais, quand que la relation pénétrative, comme le script standard qu'on nous a vendu, n'est pas possible, ben, à ce moment-là, on essaie de voir comment qu'on peut connecter différemment, puis l'exploration qui en vient aussi, là, quand on n'a pas de pénétration qui est possible. Fait que je pense que la connexion, ça prend divers. Absolument. Puis, tu sais, moi, la complicité, je ramène beaucoup ça quand je me vois avec mon amoureux, tu sais. C'est le rire, là. Tu sais, des fois, là, on fait des niaiseries ou quoi que ce soit, tu sais, un coup de sang dessin, là, tu sais, peu importe. Puis là, on rit l'un de l'autre, puis, tu sais, on rit ensemble, tu sais. Je trouve que, justement, ça renforce encore plus la complicité. Puis, quand on est capable de rire, justement, tu sais, si dans une relation sexuelle, par exemple, il arrive un petit accident ou, tu sais, peu importe, une mauvaise manipulation, des fois, ben, tu sais, si on est capable d'en rire, ben, ça va être beaucoup plus facile de reprendre justement par la suite que si on tombe fâché. Ou, je trouve que c'est bien important la complicité. Fait que tu as bien amené ça avec la physiothérapie. Écoute, Isabelle, moi, je suis contente de te rencontrer aujourd'hui
parce que personnellement, j'ai des enjeux au niveau de douleurs vaginales depuis tout le temps. En fait, j'ai eu des périodes où c'était moins, plus. Fait que je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui vivent ça. Fait que je suis certaine qu'on va aider plein de femmes à peut-être réaliser qu'ils ont des solutions, ils ont des ressources à propos de ça. Fait que présente-toi, dis-moi d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, en fait, moi, je suis physiothérapeute depuis 2015, donc j'ai gradué de l'Université Laval, de la maîtrise en physiothérapie en 2015. Puis, au départ, je faisais pas de rééducation périnéale, puis c'était pas dans mes projets non plus, mais de fil en aiguille, j'ai découvert un peu ce monde-là en moi-même devenant, maman, en faisant les procédures, de fertilité et tout. Puis, depuis 2019, dans le fond, je me suis formée en rééducation périnéale. Puis une fois qu'on embarque dans ce monde-là, c'est comme si on tombait, dans la potion magique, là, comme Astérix, là. Fait que pas mal toutes les physio-périnéales, on est des passionnés, on est vraiment investis, on donne beaucoup de notre temps, justement pour faire de l'éducation parce que un des grands manques en santé de la femme, c'est, ben, l'accès à des ressources qui sont bonnes, qui sont valides, puis il y a Mhm. beaucoup aussi de mythes, hein. Fait que, tu sais, ne serait-ce que la santé menstruelle, on commence à en parler, la santé sexuelle. Fait que, entre autres, avec ton podcast, c'est super intéressant ce que tu fais. Donc, le but, Merci. vraiment, comme physio, c'est ça, c'est non seulement de transmettre nos connaissances, mais d'accompagner des personnes. Ça peut être autant les femmes que les hommes, hein, d'ailleurs. Fait que, tu sais, pour les hommes qui ont de la dysfonction érectile, les physios, on peut aussi intervenir là-dessus. Oui, parce que le périnée, c'est autant chez l'homme que chez la femme, là. C'est ça, puis depuis cette année, moi, je suis travailleur autonome, fait que j'ai décidé de vraiment investir ma pratique dans quelque chose qui me ressemblait un peu plus. Ah ben Colin, je suis contente, je suis contente, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Fait que là, justement, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui fait notre périnée pour c'est ceux ou celles qui nous écoutent puis qui font ah le périnée, il me semble que ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Ouais. Beh, déjà, je vais prendre mon petit modèle, là, fait que ça va être plus facile pour ceux Oui, qui écoutent visuellement. Fait que depuis tantôt, tu nommes le périnée, mais moi, je vais aller au-delà du périnée parce que le périnée, c'est vraiment la jonction là, entre le vagin puis l'anus. OK? Fait qu'en avant, on OK. a le clitoris, on a l'urètre où que on fait pipi. On a le vagin, puis le périnée, c'est la zone entre les deux. Fait que quand on a un accouchement, par exemple, vaginal, puis qu'on dit qu'on a une déchirure, ben le grade va dépendre du niveau de déchirure, si ça se rend proche du sphincter de l'anus ou si ça reste proche du vagin. OK. Puis, au-delà de ça, ben là, vous voyez, il y a toutes les couches de muscles. Fait qu'on a plusieurs couches de muscles qui s'appellent le plancher pelvien, puis qui vont venir vraiment comme supporter les organes parce que c'est comme le fond du bassin en réalité. Tu sais, on a les os du bassin, on a la symphyse pubienne en avant. Au fond de tout ça, c'est vraiment de la musculature, c'est des fascias, c'est des ligaments qui soutiennent tout le contenu de l'abdomen et de la cavité pelvienne. Donc, ça a différents rôles, puis entre autres, ben justement pour, tout ce qui est fonction d'étirement, d'accouchement, mais de plaisir sexuel aussi. Fait que quand on a des tensions plus ou moins élevées dans le plancher pelvien, ben ça peut influencer la fonction sexuelle. Fait que dans le fond, là, ce qui fait en sorte que quand, par exemple, une femme a accouché, des fois, son retien bien pour l'urine est plus difficile, ben, c'est tout par rapport au plancher pelvien. Oui, exactement. C'est la continence, que ce soit au niveau des urines, des gaz, des selles, c'est assumé en partie par le plancher pelvien, donc la musculature, la capacité de contracter au bon moment, relâcher au bon moment, de verrouiller, là. Fait que nous, en physio-périnéale, quelque chose qu'on enseigne souvent, c'est le verrouillage à l'effort. Fait que, par exemple, tu éternues, puis là, tu sais, souvent, les femmes, ils vont dire: «Ah oui, moi, j'éternue ou je saute, puis là, je fais pipi dans mes culottes». Mais c'est parce qu'on Mhm. n'est pas capable d'activer au bon moment. Fait que, tu sais, notre plancher pelvien, on veut qu'il soit fort, endurant, qu'il soit capable de s'étirer, puis qu'il soit capable de s'activer, fait que se coordonner au bon moment selon la demande ou l'exigence qu'on a besoin de lui accorder. J'ai vécu ça dernièrement. J'ai été très malade. J'ai eu un bon virus, là. D'ailleurs, je tousse encore de façon trop importante à mon goût. Et j'ai noté dans les 3 semaines où ça a été super intensif, je toussais tellement que c'était rendu qu'à chaque fois que je toussais, j'avais des gouttes de pipi, tu sais, ce qui est pas
normal dans le normal. sens que ce qui est pas, mon quotidien normalement là, juste parce que je toussais tellement donc le périnée, est-ce que c par exemple, il devait être trop sollicité puis, il a été comme un peu, déconditionné par rapport à ça ou comment ça se peut? En fait, ce que tu décris, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que quand que tu tousses ou que tu éternues ou que tu te mouches même, ce que ça fait, c'est que c'est la pression intra-abdominale qu'on appelle donc la pression au niveau de l'abdomen qui va augmenter puis qui va se chercher une sortie. Fait que si ta sortie à Mmh. toi, la faiblesse est plus par en bas, fait que sur ton plancher pelvien, ben à ce moment-là, ça va vraiment mettre une grosse pression vers le bas. Puis là, il faut que tous tes muscles soient capables de résister à cette pression-là. Quand on est enrhumé ou grippé puis qu'on a des grosses quintes de tout, bien là, ça demande un effort supplémentaire. Fait qu'on peut manquer d'endurance, on peut manquer de coordination, ce qui fait que Mmh mh. là, à force de générer une pression vers le bas toute la journée ou tu sais, quand on est vraiment dans une période où on est plus fatigué, on a moins bien dormi, on a moins bien mangé, moins bien bu, beh, tous les facteurs sont là pour que le plancher pelvien, finalement, il fonctionne pas à pleine capacité. Et en Je plus, ben, si on n'a comprends. jamais appris comment activer dans la bonne façon ou dans la bonne séquence, ben, à ce moment-là, ben, on va avoir des petites fuites urinaires. Puis, tu sais, sache que c'est jamais normal. Fait que souvent, on va un peu banaliser, là, les fuites urinaires, mais même quelques gouttes de pipi par-ci, par-là, tu sais, une fois par mois, ce n'est pas normal. Ben, en tout cas, c'est intéressant de le savoir parce que moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, par rapport à une toux. J'ai déjà eu une opération, l'ablation de l'utérus. Bon, à ce moment-là, a fallu que je rééduque, tout mon plancher pelvien pour arrêter pour être capable de me rendre aux toilettes, en fait. C'était surtout ça parce que là, mes organes, tout avait bougé. Et là, je dis: «Tabarouette, qu'est-ce qui m'arrive?» Je suis rendue, je fais pipi dans mes culottes parce que je tousse. Fait que, mais je comprends mieux, là, avec ton explication que dans le fond, des fois, pour le corps, ça peut juste être trop en même temps. Puis là, pour renforcer cette partie-là, dans le fond, ça nous montre qu'il y avait, tu sais, peut-être une petite faiblesse déjà, mais qu'avec plus de pression, là, ça fonctionne plus. Exactement. Puis, vois ça un peu comme les autres muscles du corps, hein. Si toi, tu es habitué de marcher je sais pas, 15 minutes par jour, puis tout d'un coup, tu lui demandes d'aller faire un marathon, évidemment, tu sais, l'entraînement était peut-être pas suffisant pour dire: «Mon marathon, je vais le faire comme sans problème». Fait que Mmh. un peu le même genre d'analogie. C'est qu'il faut l'entraîner souvent, puis il faut le stresser souvent. Fait qu'il faut y demander une charge puis un effort régulièrement pour être capable d'affronter des tempêtes comme ça. Je comprends, je comprends. Puis, à quel moment dans notre vie on devrait commencer à s'intéresser à notre plancher pelvien? Toujours. Fait que dès que OK. ouais, tu sais, les jeunes, adolescentes, entre autres nos sportives là, fait que toutes les gymnastes, les sports artistiques, natation synchronisée, patinage, il y a vraiment beaucoup de ces jeunes-là qui vont avoir des fuites urinaires déjà à l'adolescence, puis OK. qui vont pas en parler parce qu'ils n'auront jamais entendu dire que c'était pas normal ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, il y a des signes déjà à l'adolescence qu'on peut avoir des hypertonies du plancher pelvien, des faiblesses du plancher pelvien. L'autre chose, c'est la constipation, hein. Fait que la constipation chronique, c'est vraiment un gros facteur de risque d'avoir des dysfonctions du plancher pelvien, d'avoir des Oui? incontinences urinaires et d'avoir aussi des descentes d'organes à long terme. Fait que quelqu'un qui est constipé dès l'enfance, ben, il faut déjà aborder ça parce que la constipation, c'est un peu notre pire ennemi en physio-périnéale. J'imagine, puis de toute façon, la constipation de façon générale, c'est pas Oui, on censé veut d'être pas ça. ça, mais C'est souvent ça. on pense moins au volet, tu sais, pelvien là, Puis organe pelvien puis continence, de mais quelle vraiment façon ça influence? beh, en fait, c'est que quand on va être constipé, souvent on va avoir besoin de pousser pour évacuer nos selles, hein. Fait que encore Mmh. là, ça revient à mon exemple de tantôt, quand tu avais ta toux, ça génère une pression de l'abdomen vers le bas. Fait que si tu es toujours en train de pousser pour évacuer tes selles, ben, à ce moment-là, tu vas vraiment générer une pression sur les organes, sur ton plancher pelvien, puis ça peut induire justement des descentes d'organes. Puis à long terme, c'est ça, ça peut aussi venir influencer, tout ce qui est plus, ben, c'est ça, continence là. Donc vraiment de pousser pour, aller soit uriner ou à la selle, on essaye définitivement de pas faire ça. Puis il y a plein de OK. trucs là qu'on peut donner, fait que tu mettre les pieds un petit peu plus haut que les fait que sur un petit banc pour avoir les genoux plus hauts Mmh. que les hanches.
essayer d'inspirer quand on veut évacuer une selle, tout ce qui est alimentation, hydratation. Il y a même des médicaments là, éventuellement qu'on peut prendre plus laxatifs. Mais on veut vraiment avoir une selle qui sort pratiquement toute seule, qui est bien formée, puis qu'on n'a pas besoin de pousser. Mais le petit banc, moi, ça fait des années, mais des années que j'utilise ça, là. Ouais, Puis c'est merveilleux pour ouais, vrai. On dirait que ça fait placer le corps d'une façon où ça libère le passage pour que justement le transit se fasse mieux. c'est Je ça. vous le recommande. C'est ça, puis, je vais reprendre mon modèle, là, c'est que ça vient vraiment ouvrir la musculature postérieure. Fait que Mhm. quand que tu montes tes genoux plus haut que tes hanches, ben ça va venir vraiment comme relâcher le plancher pelvien postérieur, puis ça va permettre de venir justement pour les personnes qui ont des hypertonies du plancher pelvien, fait qu'un plancher pelvien qui est trop, tendu, ben ça va faciliter la détente. Puis pour aller à la selle ou à uriner, il faut vraiment avoir la capacité de relâcher, ce que bien des gens ont pas. Puis dans le fond, c'est parce que nous, dans notre culture, on s'assoit sur des toilettes pour aller faire nos besoins. Mais dans plusieurs cultures, ils font leurs besoins accroupis, si je peux dire ça comme ça, sur un trou, là. Les toilettes turques, d'ailleurs, tu sais, c'en est un exemple. Fait que probablement que nous, dans notre modernité nord-américaine, tu sais, on a des toilettes, mais c'est peut-être pas la position idéale. Souvent, les toilettes aussi sont hautes. Exact. Parce que moi, quand j'ai changé ma toilette dans ma maison il y a plusieurs années, j'ai choisi une toilette plus basse. Moi, je suis pas grande, donc ça a fait vraiment une différence. Puis le banc, ben ça, c'est l'idéal. Ouais, c'est peut-être pas dans nos mœurs de dire oui, on lève les genoux. Non, c'est ça. Puis, tu as raison là, avec les toilettes, là, les gens en moyenne sont de plus en plus grands. Fait que dans les maisons plus récentes, les toilettes sont plus hautes, ce qui fait en sorte que souvent les femmes plus petites vont être sur la pointe des pieds. Le problème, c'est que quand on est sur la pointe des pieds au sol, ça fait une contraction qui va aussi induire une contraction au niveau du plancher pelvien. Mhm. C'est comme un peu contre-productif. On essaie d'aller à la selle, de se détendre, puis là, on est sur la pointe des pieds, puis on contracte. Fait que c'est vraiment pas optimal, d'où l'idée d'être sur le petit banc. Ben, moi, c'est comme ça. J'étais adolescente quand que j'ai commencé à utiliser un petit banc parce que c'est ça, je suis courte de pattes. Puis dans la salle de bain où j'étais là, dans la maison, j'avais besoin d'un petit banc pour me voir dans le miroir parce que le miroir était trop haut. Fait qu'il était toujours dans la toilette. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait Hey, je pense que ça m'aiderait pour la toilette aussi. C'est comme ça que j'ai commencé ça. J'avais peut-être 14-15 ans. Puis depuis ce temps-là que j'utilise un banc. Là. Je savais pas pourquoi à l'époque. Là. C'est juste que je trouvais que ça allait mieux. Puis finalement, ben avec le temps, j'ai appris des choses, puis j'ai compris que ça facilitait. Mais bref, voilà pour le petit banc. Puis là, le plancher pelvien, tantôt tu en as parlé, tu sais, c'est tout autour aussi du vagin. En début d'émission, je l'ai dit, moi, je vis avec des douleurs vaginales depuis tout le temps. J'ai réussi à travers les années, tu sais, à être capable de vivre avec ça, mais j'ai quand même eu des périodes où c'était impossible d'avoir des relations sexuelles. Puis j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'on différencie, parce que la dernière fois, quand on s'est parlé en pré-entrevue, je disais: «Ah, je pense que je fais du vaginisme». Puis là, tu me disais: «Non, c'est pas tout à fait du vaginisme, ça porte un autre nom». Fait que je sais pas si tu pourrais me faire un petit tour d'horizon par rapport à ça, par rapport à tout ce qui peut, affecter en fait, notre voie vaginale là, par rapport au plancher pelvien. Ouais. Beh, il y a plusieurs choses. Tu sais, le vaginisme, souvent, on en entend parler comme un diagnostic qui est comme un peu large, un diagnostic qu'on va mettre tout en même temps dans ce diagnostic-là. En réalité, le vaginisme, là, c'est une contraction involontaire qui va empêcher une pénétration. Fait que c'est vraiment, même si tu as envie, même si tu te dis, ben, je suis avec quelqu'un de confiance, ça nous tente, c'est qu'il va y avoir une contraction involontaire qui va empêcher que ce soit l'insertion, tu sais, même d'un Q-tip, un tampon, un doigt, Mmh. un objet sexuel, un pénis, peu importe. Ça peut limiter aussi les examens médicaux, fait que les examens gynécologiques. Puis le vaginisme, ça fait partie des diagnostics qui sont dans le DSM-5, donc les diagnostics de santé mentale. OK. C'est vraiment, tu sais, c'est un diagnostic qui est complexe puis qui est multifactoriel.
on a aussi le vaginisme là, qui est primaire, donc on n'a jamais réussi à avoir de pénétration dans notre vie. Puis on a le vaginisme qui est secondaire, donc on a déjà réussi à avoir une pénétration, puis éventuellement dans notre vie, on va développer ça. C'est sûr qu'à la longue, tu sais, d'avoir des symptômes comme ça peut venir avec de l'appréhension, de l'anxiété, tu sais, ça peut être relié aussi avec des traumas sexuels. Tout ça, ça fait que ça devient une problématique très complexe qui est comme multifactorielle, puis ça prend une prise en charge tu sais, multi aussi. Donc, entre autres, là, tu sais, la physiothérapie de concert avec une approche plus cognitivo-comportementale, ça l'a fait ses preuves. Puis tu sais, jusqu'à 85 là, peuvent avoir vraiment une amélioration significative des symptômes de Mhm. vaginisme. Ça, c'est la première catégorie. Ce qu'on entend aussi parler souvent, c'est la douleur plus à l'entrée. Fait que je vais reprendre mon bonhomme, là. OK? Fait qu'on entend aussi parler là, de vestibulodynie ou vestibulite. Fait que le Mhm. vestibule, c'est vraiment la petite peau là, qui est comme à la jonction entre la vulve puis le vagin. Fait que c'est une petite peau qui est quand même mince, là, qui peut quasiment avoir l'air de la muqueuse vaginale. Puis ça va faire mal quand on va provoquer. Fait que le vrai nom, c'est vestibulodynie provoquée. Donc, c'est vraiment à l'entrée du vagin, puis c'est quand on va toucher, fait que ça peut être, tu sais, juste de frôler, de mettre, une pression dessus, ça va créer une douleur souvent qui va être décrite comme une brûlure, ça chauffe, ça élance, c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est même pas obligé d'être dans un contexte de relation sexuelle, c'est vraiment dès qu'on touche. Puis ça, il y a pas de contraction involontaire associée. C'est sûr que quand que ça fait mal, on peut être plus crispé, mais tu sais, il y a pas Mhm. l'espèce de barrière qui se forme comme dans le vaginisme. Fait que ça, c'est une autre pathologie. Il va y avoir souvent de l'inflammation vraiment au niveau, tu sais, du vestibule qui va être noté. Il y a certaines théories aussi qui vont dire que c'est comme s'il y avait plus de terminaison, plus de sensibilité chez certaines personnes que d'autres dans cette région-là. Puis ça aussi Ben, en phys d'ailleurs, oui, moi, j'ai subi une opération pour faire oui, enlever cette c'est partie-là. Finalement, ça a pas changé grand-chose, mais c'est parce que ça. le problème était sûrement pas là, mais voilà, Mais ça fait partie des théoriquement, choses ça, qui c'est font. notre dernier recours. Fait que, tu sais, il y a plein de Mhm. protocoles de mettre de la lidocaïne et tout, mais ça reste que la physio-périnéale, c'est la modalité de traitement qui a fait le plus ses preuves. Encore là, au-dessus de Mhm. 80. Fait que, tu sais, entre autres, il y a des interventions qu'on peut faire avec les dilatateurs, là. Fait que ça, c'est ceux de Mhm. Floravie, là, qui est une compagnie québécoise. Fait que de venir, tu sais, désensibiliser, de venir étirer progressivement, de faire justement une approche plus, de rééducation du système nerveux central pour diminuer, là, l'espèce d'hypersensibilité. Fait que, tu sais, c'est multimodal, puis vraiment, tu sais, ça prend une prise en charge d'un professionnel. Puis la chirurgie comme que tu as eue, c'est vraiment notre dernier recours théoriquement. Puis c'est rare qu'on se rend là, bien honnêtement. Mais tu sais, moi, ça fait 20 ans à peu près que j'ai eu cette opération-là. Je pense qu'à l'époque, Heu, de un, toutes les douleurs au niveau du vagin, c'était encore très mal compris parce que quelques années plus tard, j'ai eu un suivi avec une sexologue, puis elle m'a dit: «Ben, je comprends pas que tu aies pas eu de suivi avec une sexologue avant Exact. ton opération» et cetera et cetera. Fait que, tu sais, je pense que je suis tombée dans une époque où c'était pas assez connu, puis ils faisaient ce qu'ils pensaient qui était le mieux. Mais aujourd'hui, heureusement, justement, c'est plus connu, la physio, périnéale et aussi, justement, les sexologues qui peuvent aider au niveau, là, ce que tu disais tantôt, là, cognitivo-comportemental, là? Oui, Est-ce c'est que ça. j'essaie de le dire comme il faut. Mais c'est les sexologues aussi, il y en a qui font de l'approche de relation d'aide, fait que ça tu sais, Mmh. tout à fait, là, les physiopérinéales, on travaille le plus souvent avec des sexologues. Il y a un enjeu d'accès par contre, là, tu sais, la plupart des physiopérinéales, on travaille au privé, fait que c'est quand Mmh. même pas donné. Même chose pour les sexologues, même si on est plein de bonne volonté, ben déjà de trouver une sexologue qui a de la place, c'est un bon défi. Fait que, tu sais, il y a plein de barrières aussi qui font que tu sais, c'est quand même encore tabou, là, d'aller discuter de tout ça avec ton médecin qui a 8, 10 minutes pour te recevoir.
des expériences qui ont été mal, tu sais, ça s'est mal passé par le passé, si tu as fait un examen gynécologique qui t'a fait mal. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des barrières qui font que souvent les femmes, ils oseront pas aller en discuter avec leurs professionnels. Puis ils vont se dire, ben, tu sais, on m'a dit que c'était normal que ça fasse mal parce que c'est ça qu'on nous a dit longtemps aussi, que les relations, ben, c'était normal d'avoir de la douleur, mais c'est pas vrai. On devrait pas avoir de douleur, puis on devrait même pas avoir de douleur dès les premières relations. Ça, c'est complètement faux. C'est un mythe qu'on entretient que, ah, c'est normal, tu sais, que ça fasse mal. Exactement. Mais en fait, est-ce que pour aller te consulter, on a besoin d'une requête médicale ou non, on peut vraiment aller te consulter directement? Directement. Tu sais, les physiothérapeutes au Québec, on est accessible, là, on appelle ça l'accès direct. OK. On n'a pas besoin du tout d'évaluation médicale. Nous, on est formés pour faire une évaluation puis de prendre en charge cette condition-là. Après ça, tu sais, est-ce qu'on émet un diagnostic? Non, mais on a une bonne idée de c'est quoi la problématique. Puis ça Mhm. n'empêche pas qu'on peut travailler tous les problèmes qu'on identifie. Puis à ce moment-là, si on a besoin d'une référence, par exemple, vers un chirurgien, des choses comme ça, on est tout à fait outillé pour le faire. Donc, OK. tu sais, c'est si on a les moyens puis on a des assurances, honnêtement, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à une physiothérapeute périnéale que d'avoir rendez-vous avec un médecin. Oui, puis tu sais, mettons, là, toi, une séance, ça coûte combien? Mettons qu'on n'a pas d'assurance, là. Ça coûte combien? Moi, tu sais, dans le fond, il y a toujours comme l'évaluation initiale, là, fait que c'est une rencontre qui est plus longue, c'est pas Mhm. mal partout comme ça. Donc souvent, c'est un petit peu plus cher, mais moi, c'est 120 $. OK. Je me considère pas dans les plus chers, là, vraiment pas, parce que justement, j'ai un souci d'accessibilité. Sauf qu'en même temps, tu sais, il faut que c'est ça. Faut qu'on faut qu'on gagne notre vie aussi, là. Ben Moi, je oui, suis travailleuse absolument. autonome, fait que j'ai des dépenses aussi. Mm. Mais tu sais, je pense que une rencontre, c'est toujours mieux que pas du tout. Puis on est Mhm. capable de bien orienter la personne, puis justement de dire, ben le meilleur scénario, ce serait ça, ça, ça. Puis après ça, ben qu'est-ce qui correspond à ta réalité ou pas. Puis après ça, on est capable au moins de se faire un plan de match puis de donner beaucoup d'outils à la maison. Tu sais, ne serait-ce qu'utiliser un lubrifiant, là, ça peut avoir l'air simple, là, mais ça peut faire quand même beaucoup de différence pour certaines personnes qui ont des relations, là, tu sais. Absolument. Puis par mon expertise, je vous dirais, si vous n'utilisez pas de jouets pendant la relation, utilisez un lubrifiant à base de silicone parce que va beaucoup mieux glisser et va rester justement tout le temps de la relation. Tandis que si vous avez un lubrifiant à base d'eau, qui est mieux que rien, mais vous allez peut-être devoir en remettre et la texture est un peu différente parce que celle de silicone, c'est vraiment ultra soyeux, puis ça glisse vraiment bien. Ça l'aide justement là, au confort, par rapport à ça. Là, tu disais 120 pour, la première rencontre. Est-ce que c'est 120 pour les rendez-vous de suivi aussi? Non, les rendez-vous de suivi, ça va varier de durée. Moi, je veux prendre mon temps, je veux que la personne, tu sais, elle se sente pas rushée non plus, fait que je prends des 45 minutes, puis c'est 110 pour un rendez-vous de suivi. Fait que, tu sais, OK. les prix sont fixés par le professionnel, mais c'est toujours un peu dans ces eaux-là. Mais tu sais, je Après vais ça, être il faut honnête avec toi, s'informer. Oui. tu sais, quand tu as mal là, c'est pas tant cher. Tu sais, je veux dire, ça coûte pas plus cher qu'un souper au restaurant, là. On s'entend? Ouais, mais là, tu sais, il faut voir aussi parce qu'avec l'inflation et tout, il y a des gens qui sont même pas capables de faire leur épicerie. Est-ce que leur Oui, prix oui, tu je sais, suis fait que d'accord avec toi, oui. mais ce que je veux dire, c'est que tout est une question aussi, tu sais, je veux dire, de toute façon, si tu es pas capable de faire ton épicerie, on est à un autre niveau. Mais là, mettons qu'on parle de quelqu'un qui est capable de faire des sorties ou quoi que ce soit, ben, c'est pas plus cher qu'un souper au restaurant à 2, là. Fait que, tu sais, pour ton confort, pour ta santé sexuelle, je pense que tant mieux si tu as des assurances, mais si tu en as pas, ben, c'est pas tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, on parle pas de milliers de dollars pour avoir, des solutions, là. Non, c'est ça. Je trouve ça important d'en parler parce que souvent Oui. les gens vont dire: «Ah, mais tu sais, j'ai entendu dire que c'était cher, tout ça». Fait que oui, c'est un investissement et investir dans notre santé, je pense que c'est important. Si ça nous aide à ne plus avoir de douleur, heu, ben, je pense que ça vaut cet investissement-là, là. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens qui viennent me voir juste une fois puis qui me disent: «Écoute, j'ai pas les moyens de revenir». Déjà d'avoir fait cette étape-là, de s'être mobilisé puis de dire: «Ben, je veux trouver des solutions puis m'aider».
Beh, ça fait partie, tu sais, de la rééducation. Fait que moi, je juge jamais personne qui me dit: «Ben, j'ai des sous juste pour une fois». OK, tu sais, c'est peut-être pas ça le plan idéal, sauf qu'en même temps, je suis capable de te donner des outils qui vont être plus efficaces puis plus utiles que si tu avais juste cherché sur internet. Fait que c'est un Ben peu ça absolument. le c'est ça. Puis je vais revenir à ce que tu disais sur le lubrifiant à base de silicone, là. Je suis 100 d'accord avec toi. Ça, c'est une autre des raisons qui peut faire de la douleur, tu sais, quand on a de la sécheresse. Fait que, par exemple, là, en Mhm. périménopause, ménopause, les hormones, entre autres les estrogènes, ils vont chuter. Puis ça va faire qu'il va y avoir moins de lubrification, il va y avoir moins de sécrétion vaginale, fait que le col va moins, produire aussi de sécrétion. Souvent, là, il va y avoir de la douleur qui va apparaître, là, dans cette phase-là de périménopause, ménopause. Même chose quand que les femmes allaitent, hein. Fait que l'allaitement, ça donne un statut hormonal qui est similaire à la ménopause, puis ça Mm. va souvent faire, là, de la sécheresse, puis ça peut même comme chauffer, démanger. Fait qu'à ce moment-là, on utilise, tu sais, on peut utiliser des hydratants vaginaux, là, ça aussi, ça existe. Puis, pour les relations, définitivement, lubrifiant à base de silicone, comme tu as dit, si on n'a pas de jouet qui est fait en silicone. Ouais, parce que sinon ça brise les jouets, c'est Ouais, moins le c'est fun. ça. Oui, puis tu sais, il y a aussi faut aussi dire que mettons qu'on n'a pas de problème de lubrification, mais si on n'est pas assez excité aussi, on Exact. va moins sécréter, de lubrifiant naturel. Fait que c'est important aussi la routine sexuelle des préliminaires et tout ça, tu sais, de mettre ça dans notre routine pour que justement notre corps puisse avoir le temps de produire sa propre lubrification puis après, ben, au besoin, on ajoute pas le silicone, mais le lubrifiant, à base de silicone pour venir vraiment aider. Est-ce qu'il y a beaucoup de pardon, est-ce que tu vois beaucoup dans ta pratique des femmes qui vont saigner, parfois même malgré le fait d'avoir mis, du lubrifiant ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement? Ça peut, là, tu sais, dans le fond, il peut y avoir des fissures aussi, là, Mmh. qui se forment. Fait qu'entre autres, au vestibule, là, la petite structure que je parlais, fait que plus dans la fourchette postérieure, fait que comme en bas du vagin, souvent, c'est un endroit qui fissure. Là, il y a différentes raisons. Est-ce que c'est parce qu'on manque de souplesse? Est-ce que c'est parce qu'on a une hypertonie justement du plancher pelvien, fait qu'on n'est pas capable de bien relâcher, fait que l'espèce de c'est quand on insère puis que finalement ça s'étire tellement que c'est comme si ça fendait, ça fissure, Mmh. fait que là, il peut y avoir des saignements. L'autre chose, ben, c'est effectivement s'il y a de la sécheresse, là, fait que, tu sais, ça peut vraiment faire comme de l'abrasion puis des petites fissures à l'intérieur, même au niveau de la muqueuse vaginale. Fait que ça, c'est toutes des raisons pourquoi ça peut saigner. Après ça, au niveau du col, fait que, tu sais, on n'a pas encore parlé du col de l'utérus, mais les gens qui ont encore un utérus et un col, ben, il y a certaines personnes qui vont avoir un col un petit peu plus friable. Fait qu'il y a Mmh. comme des petits vaisseaux qui peuvent aussi faire en sorte que c'est comme le col qui saigne lors d'une relation. C'est pas dangereux, mais ça arrive que ça se produit. Fait que là, il va y avoir des petits filets sanguins au travers, des sécrétions vaginales. Fait que c'est pas mal ça qu'on voit le plus souvent, là. Mais tu sais, tout ça, c'est associé à de la douleur, là, occasionnellement, là. Fait que, tu sais, entre autres, quand ça fissure dans la fourchette postérieure puis qu'on va uriner après la relation, ça peut définitivement Ça vraiment faire chauffe. mal. Oui, c'est ça, Been ça there, chauffe done that. c'est ça, ça chauffe comme du feu, là. Puis, tu sais, la vestibulodynie provoquée, ce que j'ai pas dit tantôt, là, c'est que ça peut durer plusieurs heures après la Mmh. stimulation de la zone douloureuse. Fait qu'on peut avoir de la douleur 24-48 heures après. Fait que ça peut être vraiment dissuasif d'aller jouer dans cette région-là ou avoir une relation. Fait qu'il va aussi avoir une espèce d'appréhension toujours qui va s'installer. D'où l'importance de consulter de façon multidisciplinaire, fait qu'autant pour le volet physique, mais aussi plus psychologique, là, fait que soit en sexo, comme on a dit tantôt, ou en Mmh. psychologie. Est-ce que, il y a un lien aussi entre le périnée ou le plancher pelvien de façon générale et le plaisir sexuel? Ben oui, tout à fait, ça fait partie des fonctions. Tu sais, une autre structure que j'ai pas parlé, là, qui peut faire mal tantôt, là, c'est le clitoris, hein. Tu sais, le Mmh. clitoris, sa seule fonction, c'est le plaisir, mais il y a quand même beaucoup de terminaisons nerveuses, puis il y a, entre autres, la branche, le rameau dorsal, là, tu sais, du nerf pudendal. Le nerf pudendal, ça part des racines sacrées, fait que S2 à S
puis il y a différentes là, parties. Fait que, entre autres, quand on a mettons, on fait du vélo puis on a les fesses engourdies, ben c'est parce que notre nerf Ouais. pudendal, il est comme un peu écrasé, là. Fait qu'il y a une partie qui s'en va énerver là, le dessus, en fait, le dos du clitoris. Puis ça peut donner de la clitoridynie, fait que de la douleur au OK. clitoris. Fait qu'il y a des femmes qui sont pas du tout capables d'avoir de la stimulation clitoridienne parce que c'est comme si ça faisait une douleur neuropathique, fait que ça Ah, brûle, c'est comme si on vraiment il y avait du feu là, au niveau du clitoris. Fait que ça, c'est une autre raison de consulter. Ça peut être parce qu'on a des tensions dans notre plancher pelvien sur le trajet du nerf qui fait en sorte qu'il est capable de moins se mobiliser. Puis quand il y a un apport sanguin lors de l'excitation, à ce moment-là, ça peut venir un peu congestionner tout ça, ça peut faire mal. Puis le plancher pelvien, ben là, tu sais, je viens d'en parler, il peut être trop tendu, moins tendu, mais ce qu'on veut, c'est d'être capable d'aller le moduler. Fait que, tu sais, d'induire une contraction volontaire. Fait que quand on a de l'excitation sexuelle, on veut qu'il soit justement capable de bien, tu sais, s'engorger de sang. On veut qu'il soit capable de bien relâcher puis bien contracter. Puis ce qu'on voit en physio-périnée, des fois, c'est que les femmes sont pas capables d'atteindre l'orgasme parce que c'est comme si leur plancher pelvien était toujours contracté. Ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait vraiment une relaxation pour qu'après ça, il y ait les contractions qui puissent se faire. Fait mmh, qu'il y a vraiment une fonction aussi au niveau, tu sais, plus de la fonction sexuelle. Puis, tu sais, entre autres, pour la pénétration, on en a parlé tantôt aussi, mais si on est trop tendu, ben, c'est comme si la porte, elle allait être fermée. je comprends, je comprends. Puis est-ce tu sais, mettons, c'est parce que là, tu as parlé de vestibulodynie, Mhm. de vaginisme, de Clitoridynie avec douleur. clitoridynie, Ouais, ouais, ça, c'est douleur au douleur au clitoris. clitoris. Puis j'ai déjà entendu aussi vulvodynie. Est-ce que ça, c'est une autre partie? C'est la vulve de façon générale? C'est comme si ça, c'est des termes un peu utilisés de façon interchangeable. Fait que vulvodynie, ça veut dire douleur à la vulve. Après ça, tu sais, au niveau de la vulve, ben, il y a moins de structures typiquement qui font mal, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est des varices vulvaires. Fait que, tu sais, ouais, il y a des varices sur le corps, là, les femmes qui vont avoir travaillé beaucoup debout, les caissières, les commis, ils ont tendance à avoir plus de varices, mais ça peut aussi aller au niveau des organes génitaux. Fait qu'une grosse varice vulvaire, par exemple, pendant la grossesse aussi, ça peut faire de la douleur. Puis quand on a de l'excitation sexuelle puis qu'il y a un engorgement de sang, que là, la varice, ça vient vraiment se faire étirer, ça peut donner de la douleur. Fait que ça pourrait rentrer dans la catégorie de la ouais, vulvodynie. Mais c'est comme un peu, c'est ça, des termes interchangeables. L'autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est la dyspareunie profonde. Fait que comme la vestibulodynie provoquée, ça rentre dans la dyspareunie superficielle. Ça veut dire comme plus au début de l'entrée du vagin. Mais il y a certaines femmes qui vont dire qu'ils ont de la douleur vraiment au fond. Fait que, tu sais, quand il va y avoir une pénétration profonde, qu'il va y avoir des mouvements un petit peu plus rythmés, plus forts, puis là, ça va donner une douleur un peu plus comme abdominale, vraiment puis comme au-dessus du pubis. À ce moment-là, on appelle ça de la dyspareunie profonde. Ça veut dire de la douleur à la pénétration profonde. Puis là, encore là, il y a plein de raisons. Une des raisons qu'on voit le plus souvent, c'est les femmes qui ont de l'endométriose. Fait que l'endométriose, c'est des tissus, en fait, des implants de tissus qui vont ressembler à l'endomètre, qui vont être en dehors de l'utérus. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait de l'inflammation, puis ça fait aussi des adhérences. Fait que quand on a une pénétration, tu sais, la longueur moyenne d'un vagin, c'est 10 centimètres. C'est pas vrai que tout ce qu'on insère dans un vagin lors des actes sexuels, ça va avoir 10 centimètres. C'est souvent plus long que ça. Fait qu'on Mmh. a besoin vraiment d'avoir une mobilité. Fait que quand il y a quelque chose qui vient taper au niveau du col, bien, on a besoin que tout ça, ça bouge puis que l'utérus soit capable un peu de se reculer dans la cavité pelvienne. Puis à ce moment-là, s'il y a des adhérences à cause de l'endométriose ou de Ça peut l'inflammation, empêcher ça. ben ça va vraiment faire comme si tout était pris dans un moton, Parce puis là, que ça fait mal. normalement, lors de l'excitation, justement, il y a comme une détente de cette partie-là et l'utérus bascule, là, si je peux dire ça un peu, là, mais tu sais, se retire, comme tu dis, dans la cavité pelvienne pour laisser de la place, justement, au canal Ouais, ça vaginal de remonte un petit s'étirer. peu là, ouais. Exactement, parce que puis c'est ce qu'on peut voir aussi des fois comme douleur à la pénétration, c'est si on n'est pas assez excité puis que l'utérus a pas pu avoir le temps de prendre sa place,
du moment, ben, c'est que là, ça va aller cogner sur le col de l'utérus. Puis pour certaines femmes, il y en a que ça va être plaisant, mais il y en a beaucoup que ça va être très déplaisant comme, comme stimulation, là. C'est ça. Puis tu sais, ça fait quelques fois là, que tu en parles, là, mais la pénétration, quand on n'est pas prête, fait que tu sais, quand on n'a pas l'excitation suffisante, puis que même au niveau plus, psychique, là, fait cognitif, qu'on n'est pas rendu là, ben souvent ça va être associé à de la douleur. Fait Mhm. faut pas faut pas, plier à la pression de dire: «Ah, c'est là que ça se passe», mais tu sais, finalement, l'excitation, elle est pas là, la lubrification est pas là. Justement, toutes les choses plus anatomiques, tu sais, on n'est pas prête Mhm. physiquement et psychologiquement. Donc souvent, il va y avoir de la douleur. Puis à chaque fois qu'on a une relation qui est douloureuse, ben tu sais, notre cerveau, il enregistre ça aussi, hein. Fait que ça vient faciliter des chemins puis des autoroutes de douleur que, beh, on peut facilement aller les ouvrir par la suite, ne serait-ce que si, tu sais, on est exposé souvent à ces stimuli douloureux-là. Fait que c'est vraiment important de, tu sais, de comme tu disais là, faire toutes les préliminaires puis s'assurer que vraiment on a tous les prérequis pour avoir une pénétration qui est non douloureuse. Oui, puis pour, les hommes qui nous écoutent, je vais le répéter encore une fois, mais une femme, c'est comme un truck diesel, tu sais? On starte pas ça pour partir avec de même. Faut chauffer les go plugs. Faut chauffer les go plugs, puis attendre qu'elle soit prête pour starter la patente. Fait que, tu sais, on faut laisser le temps au corps de la femme de se mettre en mode, sexualité, on va dire ça comme ça, pour que justement ça facilite le reste. Fait qu'après ça, on peut y aller avec des préliminaires, du sexe oral, peu importe, des caresses. Mais l'idée, c'est de préparer le corps de la femme pour faire en sorte qu'il soit prêt à la pénétration. Maintenant, après, si on souffre de sécheresse vaginale ou d'une moins bonne lubrification, on va rajouter du lubrifiant pour s'assurer qu'il y ait un confort au niveau de la pénétration, mais il faut quand même prendre le temps, tu sais, puis il y a aussi que, tu sais, des fois, dans le début de relation, on s'excite rapidement. On est tout énervé, puis là, tu sais, on le voit, il est beau, puis tout ça. Fait on mouille facilement, facilement, facilement. Mais au fil du temps, ça, c'est un réflexe que le corps, il perd un petit peu parce que on est comme moins excité facilement par l'autre. Puis ça, c'est normal, autant homme-femme, tu sais, ou femme-homme. Fait que faut se donner du temps. Faut se donner du temps. Puis c'est sûr que si, messieurs, vous arrivez pendant que madame est en train de faire une brassée de lavage, à aider le petit à faire ses devoirs, puis en train d'essayer de faire le souper en même temps, ça se peut qu'elle est pas prête, puis que ça va prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais Fait que c'est l'idée de intéressant. préparer aussi mentalement notre partenaire. Ouais, mais c'est intéressant parce que tout ce que tu décris là, ça a été, c'est un concept là qui a été popularisé par Emily Nagoski. Je sais pas si tu la connais, c'est une sexologue américaine. Pour vrai? Puis dans le fond, elle a écrit, c'est l'auteur du livre Come As You Are là, c'est un livre quand même, c'est un best-seller là. OK. Le principe, c'est il y a des freins puis il y a des accélérateurs à la sexualité. Fait que mettons la brassée de lavage, définitivement que c'est un frein à la sexualité, puis il y a des accélérateurs. Fait que souvent, en début de relation, tu sais, il y a une anticipation positive parce que là, mettons, on se dit: «On va sur une date», on se prépare, on se met beau. Fait que là, déjà, il y a comme une espèce d'anticipation que peut-être qu'il va y avoir un rapport sexuel ou non, Mhm. mais tout ça, ça prépare aussi le corps, le psychologique à être disposé à peut-être avoir une relation sexuelle plus tard. Donc ça, c'est tous des accélérateurs. Après ça, tu sais, quand que ça fait, je sais pas, moi, 10 ans qu'on est avec le même partenaire, puis que là, la routine embarque, les lunchs, bref, tout ça, ben, ça peut être des freins. Fait que c'est de discuter aussi avec notre partenaire, c'est quoi nos accélérateurs, c'est quoi nos freins. Ça dépend beaucoup aussi du contexte. Mhm. C'est pas vrai parce qu'une journée que mon accélérateur, c'était ça, que le lendemain, ça va être la même affaire parce que j'ai peut-être eu une journée vraiment difficile, je sais pas, je me suis pognée avec un collègue ou tu sais, n'importe quoi. Ben tout ça, ça peut faire que nos accélérateurs puis nos freins vont changer d'une journée à l'autre. Fait que c'est vraiment la communication qui va être la clé du succès, dans ce type de situation-là. Tellement, tellement, parce que si on communique pas, c'est difficile de pouvoir, être sur la même longueur d'onde que notre partenaire. Quand on vit des douleurs, c'est important aussi de le communiquer, de pas endurer la douleur le temps que ça passe.
sais, c'est important parce que de façon générale, ton conjoint, ton partenaire, il veut pas que tu aies mal. Fait que, tu sais, on va essayer de trouver des moyens, si on communique ensemble, de pouvoir, tu sais, trouver des façons de se caresser différemment peut-être ou, tu sais, d'aider, à pas avoir de douleur parce qu'il y a personne qui a de fun dans la douleur, là, tu sais, je veux dire, Non, c'est ça. puis comme tu disais tantôt, c'est que plus on fait ça souvent avec de la douleur, ben c'est que notre cerveau, lui, enregistre que, tu sais, il fait des liens assez vite, là, tu sais, parce que lui, il veut nous protéger. Fait que des fois, il va provoquer une sensation de douleur, puis on serait pas censé d'avoir mal, mais tu sais, il fait tout, 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 là, tu le sais, d'habitude, là, quand ça joue dans ce coin-là, ça fait mal. Fait que là, tout de suite, tu te crispes, tu sais, c'est ton corps, il réagit, là, c'est pas volontaire, mais c'est ça, il y a une réaction involontaire à des stimuli qui ont causé de la douleur dans le passé. Fait que, tu sais, tout ça, c'est d'en parler puis de dire: «Ben, moi, ma limite, elle est là». Puis, tu sais, c'est aussi de voir un peu tu sais, c'est une belle occasion d'élargir l'exploration sexuelle. Fait que si Mhm. on a à intérioriser le script standard qu'une relation sexuelle, c'est le pénis qui pénètre le vagin jusqu'à l'éjaculation masculine, ben, puis là, on a de la douleur. C'est comme si on était pris au dépourvu parce que là, on sait plus quoi faire. Fait que c'est vraiment, Mhm. tu sais, d'ouvrir le dialogue, de dire: «Ben, moi, j'aimerais qu'on explore de différentes façons la sexualité, l'intimité». Puis en physio-périnéale, ça arrive qu'on demande ou on suggère, parce que, tu sais, on n'impose jamais rien, mais on peut suggérer de temporairement arrêter la pénétration parce que justement, ça va réduire l'inflammation, ça va réduire tout le volet plus anticipation, hypervigilance du système nerveux central qui Mhm. va, tu sais, venir générer justement des spasmes au niveau du plancher pelvien. Fait que tout ça, c'est comme un espèce de cercle vicieux qui s'entretient. Fait que plus qu'on s'expose à cette douleur-là, ben plus qu'on sensibilise notre cerveau puis notre système nerveux. Puis après ça, c'est vraiment difficile de casser cette boucle-là. Fait que des fois, on fait juste suggérer de ben, tu sais, prenez une pause temporairement, faites d'autres choses. Fait que, tu sais, si le sexe oral, est confortable, problème, on explore les autres les zones érogènes. Ça peut être de l'intimité juste de faire, tu sais, des caresses, des choses comme ça. Mais des fois, les femmes, ça leur fait du bien quand on leur dit ça, tu sais, de s'enlever cette Mhm. pression-là puis de dire, ben, temporairement, tu peux dire que c'est la physio qui t'a recommandé ça, puis souvent, c'est bien reçu, là, aussi. Oui, ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, il faut trouver des moyens pour faire en sorte d'être confortable, tu sais, avec la physiothérapeute, d'avoir des solutions qui fonctionnent éventuellement. Parce que, tu sais, si on est tout le temps en train de peser sur le bobo, il arrête pas de faire mal, là, tu sais, à un moment Exact. donné, faut penser à ça. Puis toi, tu es située dans quelle région, Isabelle? Moi, je suis dans Chaudière-Appalaches, je suis dans la ville de Lévis, fait que Rive-Sud de Québec. OK. Fait que toutes les personnes, les femmes qui sont, dans ton coin, peuvent, communiquer avec toi. J'aimerais ça que tu me dises comment ça fonctionne, tu sais, parce que là, on fait: «OK, je suis déjà allée chez le physio, mais c'était pour un épaule, là», tu sais, je sais pas trop comment ça va être. C'est un peu inquiétant. Tu peux nous dire comment ça se passe, une première rencontre avec toi? Ben, en fait, en physio, on fait toujours un questionnaire qui est quand même assez exhaustif, là, fait qu'on fait l'anamnèse qu'on appelle, fait qu'on fait toute l'historique. Quand que ça a commencé, c'est quoi les symptômes, comment que ça a évolué dans le temps, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue et de temps que ça dure. OK. Fait qu'on fait un historique assez exhaustif, puis en rééducation périnéale, ben, tu sais, on pose des questions sur justement les habitudes plus, tu sais, de constipation, les fuites urinaires, on va poser des questions plus sur est-ce que vous prenez un contraceptif? Fait que, tu sais, la liste des médicaments. Puis après ça, on fait l'examen physique. Fait que là, ton exemple de l'épaule, ben, tu sais, on va faire différents mouvements. Ben, en rééducation périnéale, c'est un peu la même chose. Évidemment, on est vraiment fatigante avec le consentement, mais moi, je trouve ça vraiment important, surtout dans un contexte de douleur aux relations. Il peut avoir eu des traumas sexuels aussi, fait qu'on Mhm. valide le consentement, puis on dit toujours aux patientes, votre consentement, il peut être retiré à tout moment. OK? Fait que si en début de rencontre, tu me dis, Marlène, ah oui, moi, j'accepte que tu me fasses l'examen interne. Fait que les physiothérapeutes, on a le droit, là, dans notre pratique d'aller faire l'examen avec nos doigts, avec un spéculum, des choses comme ça. Donc, si tu me dis oui en début de rencontre, puis finalement on arrive là, puis je vois que tu es toute crispée, ben, tu sais, je vais revalider ton consentement. Même Mhm. chose pour des fois, il faut faire l'examen au niveau plus anal, fait que rectal, parce qu'il y a aussi des muscles qui vont aller autour de l'anus.
Donc, on veut valider le tonus, la force, toutes ces choses-là. Fait que même chose, c'est le consentement, c'est pas parce que tu as dit oui à l'examen vaginal que tu es obligé de faire l'examen anal. Donc, on est quand même fatigante en général avec ça, mais tu sais, c'est vraiment important pour moi de m'assurer que la personne est vraiment d'accord pour qu'on fasse ça, de savoir aussi que ça se peut que ça fasse mal parce qu'il faut voir un peu c'est quoi la problématique. Mhm. Au niveau du plancher pelvien, ce qu'on veut voir, c'est la force, la capacité justement à verrouiller, relâcher. Quand on pousse, on touche, toutes ces choses-là. Puis, on fait aussi un examen souvent plus, tu sais, général, fait que l'abdomen, la respiration, on regarde la mobilité des hanches, du bassin, fait que c'est assez global. Puis, suite à ça, on est capable de se faire un plan de match, fait qu'on fait une liste de problèmes qu'on appelle, on fait une analyse, puis on dit: ben voici ce que j'ai identifié, puis ce serait ça le plan de match. Est-ce que tu es d'accord ou tu es pas d'accord? Puis à quel point tu es capable, puis tu du temps et de l'énergie à investir pour faire tout ça. Parce que, tu sais, c'est Mhm. pas vrai que si je te dis: «Ben, il faut que tu fasses les dilatateurs vaginaux, puis que tu fais ça, par exemple, 4 fois par semaine», ben, ça veut pas dire que tu as le temps. Ça veut pas dire que ça te tente. Ça veut tu sais, fait que c'est vraiment on en discute, puis on décide ensemble c'est quoi le plan de match. Puis après ça, ben, il y a une partie aussi qui est des interventions, fait qu'il y a des choses que moi je peux faire. Puis après ça, on décide est-ce qu'on se revoit ou pas. Mais tu sais, comme on s'est dit tantôt, moi, je suis tout à fait à l'aise que quelqu'un me dise, «Je viens juste une fois parce que je peux pas». Dans le Mhm. contexte des douleurs, par exemple, il faut s'attendre à ce que ça soit, en général, des suivis un petit peu plus longs. OK. Puis quand tu veux dire plus long, à peu près, y a-tu une moyenne? Y a-tu un Moi, je fais jamais de package deal. c'est bon. Tu sais, je dis pas, «Vous allez venir 15 fois puis ça va être réglé» parce que Mmh. c'est tellement multifactoriel. Il y a plein d'enjeux ou de facteurs psychosociaux qu'il faut mettre en ligne de compte. Parfois, c'est ça, il va y avoir des barrières qui sont pas nécessairement physiques, puis à ce moment-là, c'est là qu'on va référer les gens vers un sexologue ou un autre professionnel. Mais ça peut arriver en cours de route, ça fait que c'est difficile de dire c'est tant de séances. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 10 là, fait que c'est variable. Puis là, toi, tu es à Lévis, mais supposons qu'on n'habite pas proche de Lévis puis qu'on veut consulter, une professionnelle comme toi en rééducation périnéale, y a-tu une façon de trouver facilement parce que c'est pas tous les physiothérapeutes qui font du périnéal. Donc, est-ce qu'il y a une façon facile de ou plus simple de trouver un physio qui probablement une physio, qui, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui font, de la rééducation Ça périnéale? commence, mais c'est encore un peu, marginal, là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, il y ça. en a quelques-uns. Ben, tu sais, je vous dirais le site de l'Ordre de la physiothérapie du Québec, l'OPPQ, là, fait que notre ordre OK. professionnel, on peut faire une recherche, fait que trouver un membre, puis les personnes qui font de la rééducation périnéale, habituellement, ils vont l'écrire dans leur profil, fait que vous pouvez chercher avec votre code postal puis trouver quelqu'un. Sinon, il y en a de plus en plus dans les cliniques, là, fait que, tu sais, vous pouvez faire une recherche en ligne puis voir est-ce que le service est offert proche de chez vous. Mais dans les pas mal toutes les régions maintenant, il y en a. C'est sûr qu'en région plus éloignée, c'est encore un petit peu plus difficile d'avoir accès. Mmh. Sinon, il y a toujours le format virtuel. Tu sais, moi, j'offre aussi le format virtuel, mais ça a certaines limites. Évidemment, tu OK. sais, je ne pourrais pas faire l'examen périnéal moi-même. Fait que si la personne est à l'aise, elle peut le faire. Fait que, tu sais, je peux guider, dire, ben, fais telle chose, fais telle chose. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une limite plus au niveau, tu sais, de l'examen visuel. Fait que si le vestibule, il est très inflammé, bien évidemment, tu sais, je fais pas filmer, la vulve à quelqu'un. Je Mais ça comprends, peut être quelque chose tu sais, c'est ça, ça peut ben, je peux demander: «Allez regarder dans un miroir puis dites-moi qu'est-ce que vous avez vu», mais il y a quand même une limite. Mais tu sais, pour les gens qui ont vraiment pas d'accès, ben, ça peut quand même être un format intéressant. je comprends. Fait que quelqu'un qui habite à Fermont, mettons, Exact. pourrait utiliser cette option-là. Ce serait mieux que de pas consulter du tout. Exactement. Puis tu sais, il y a de plus en plus aussi de physio qui offrent des programmes en ligne, là, justement pour essayer de rendre ça plus accessible. Fait que je pense qu'en faisant une recherche sur internet, on est capable de trouver quand même des outils intéressants. Faut juste s'assurer que c'est des physiothérapeutes formés, là. La dernière année, en fait, il y a un référentiel de compétences qui a été émis par, l'Ordre de la physio. Juste d'avoir le titre de physio permettait de faire la rééducation périnéale. Puis là, tu sais, pour OK, vraiment standardiser puis essayer que les soins offerts soient vraiment les meilleurs possibles, ben là, ils ont vraiment mis des critères. Fait qu'il faut avoir fait tant d'heures de formation dans tel sujet pour dire qu'on pratique. OK.
ça aide là, justement. Fait que s'assurer que c'est une personne qui est formée, qui est compétente, qui a le titre de physiothérapeute, à ce moment-là, ça va être, d'autant plus pertinent. Puis on s'assure d'avoir une certaine efficacité, puis de dire que ça va être standardisé un peu l'approche. Ouais, puis dans le fond, ça, on peut toujours vérifier si on a quelqu'un qui nous réfère une, physiothérapeute. On peut toujours vérifier sur le site de l'OPPQ, tu disais? Exactement, ouais, Ordre de la physiothérapie du Québec. OK. Ben, regarde, c'est merveilleux ça, parce qu'aujourd'hui, je trouve que on a pu adresser, beaucoup de choses par rapport, justement aux douleurs ou, de faire connaître aussi ça parce que, tu sais, oui, c'est de plus en plus connu, mais je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui vont nous écouter qui savaient pas que ça existait ça. Fait que, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir cette belle discussion-là avec toi. Y a-t-il quelque chose que t'aimerais dire à ceux et celles qui nous écoutent, en terminant? Ben, je pense que le message clé, c'est que c'est jamais, normal, là, d'avoir de la douleur quand on a des relations sexuelles, même en solo, hein. On a parlé de douleur au clitoris, des choses comme ça, mais dès qu'on a un inconfort ou un changement ou vraiment, tu sais, qu'on note que on pense pas que c'est normal, ben, l'important, c'est d'être capable d'aller en parler puis de faire confiance aux professionnels, mais la douleur n'est jamais normale lors des relations sexuelles, ça devrait être que du plaisir. Tellement, tellement. Quel beau mot de la fin. Ça devrait être que du plaisir. Oui, Écoute, c'est ça. merci beaucoup, beaucoup, Isabelle. Je vais mettre tes coordonnées dans les notes d'épisode, donc les gens vont pouvoir connecter avec toi pour te poser des questions, prendre rendez-vous, etc., etc. Puis, je vais juste revenir sur mon petit jeu de tantôt. Si vous voulez vous le procurer, j'ai pas encore ma plateforme en ligne. Par contre, vous pouvez m'écrire directement. Je vous ship ça pour la modique somme de 25 shipping inclus. Fait que je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Puis je vous retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.